Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. Je reçois aujourd'hui Benoît Paré pour parler de ce qu'il a vu en Ukraine de 2014 à 2020. C'est un témoignage assez rare que nous vous proposons aujourd'hui. Benoît Paré est un ancien analyste au ministère de la Défense français, ancien officier de réserve de l'armée de terre. Il a surtout été fonctionnaire international au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Kosovo, en Bosnie, mais surtout en Ukraine de 2014 à 2020. Jusqu'au moment où les Russes ont lancé leur opération spéciale. Il a donc pu constater par lui-même, puisque son rôle consistait à monitorer, à surveiller le cessez-le-feu qui avait été conclu entre l'armée ukrainienne d'un côté et les républiques séparatistes de l'autre lors des accords de Minsk I et Minsk II. Et vous allez voir que ce qu'il nous rapporte n'est pas vraiment ce que nous rapportent les médias. Histoire d'une énorme manipulation. Monsieur Paré, merci beaucoup de prendre le temps de me parler. J'aimerais d'abord que vous me présentiez un petit peu ce qu'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est une organisation internationale assez peu connue. Quelles sont ses missions? Que fait-elle? Merci de m'inviter. L'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Qui a été créé en 1975 et à l'époque ça s'appelait la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, et ça regroupait tous les pays du bloc occidental et tous les pays de l'ex-URSS. À l'époque il y avait encore évidemment l'ex-URSS. Le but de cette conférence à la base, devenue ensuite organisation, était de créer un forum de dialogue sur des sujets principaux pour éviter une troisième guerre mondiale. Voilà, en résumant à grands traits. Alors ensuite, il y a eu plusieurs axes de travail pour le SCE. Il y a eu l'aspect démocratisation, il y a eu l'aspect droits de l'homme, et il y avait notamment l'aspect contrôle des armements, qui était une fonction particulière. Et qui était un peu séparé du reste. Il se trouve que jusqu'à la chute de l'Union soviétique, que ça ronronnait en se réunissant une fois par an, et puis à la chute du bloc soviétique, l'OSCE est devenu un peu une coquille vide. Et entre-temps, il y a eu la guerre civile en Bosnie-Herzégovine. Et pendant la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, donc là, on avait les Nations Unies qui étaient en première ligne pour gérer la crise. Et il se trouve que après 3-4 années de conflit, l'ONU, à l'époque, s'est décrédibilisée aux yeux des populations. Un peu tout le monde d'ailleurs, dans les Balkans. Donc, une fois que les accords de Dayton, qui mettaient fin à la guerre civile en Bosnie, ont été signés, les grandes puissances se sont demandé, quelle organisation on pourrait sur quelle organisation on pourrait compter pour Je me permets juste de vous interrompre un instant. Pardon ? Je me permets juste de vous interrompre. Les accords de Dayton, c'est 1995. Oui, c'est ça. Juste pour que les gens reprennent bien la chronologie. Excusez-moi. Pas de problème. Donc c'est bien ça, 1995, ça a dû être signé en novembre, fin de l'année, agréé en novembre et signé en fait le 14 décembre 1995 à Paris, je m'en souviens. C'était le jour où le général Mourion prenait sa retraite. Parce qu'à ce moment-là, j'ai travaillé à l'état-major de la force d'action rapide en France, qui était sous le commandant du général Mourion, qui à l'époque avait défrayé la chronique en tant que commandant des forces de l'ONU sur place, à Srebrenica, en décrétant aux gens de Srebrenica qu'ils étaient sous la protection des Nations Unies. C'est une autre histoire. Et donc, après ce fait majeur, Mourion, qui était auréolé de gloire médiatique, fut rappelé en France. On lui donna un commandement prestigieux, mais c'était une manière un peu de le mettre au placard, puisque les puissants n'aiment pas beaucoup qu'on leur force la main dans les grandes affaires. Et là, en l'occurrence, Mourion avait forcé la main des Nations Unies, même si c'était pour une bonne cause. Donc, pour reprendre le fil de mon récit, oui, donc après les accords de Dayton, les grandes puissances se sont dit, les Nations Unies étant décrédibilisées, il faut qu'on
créer d'autres organisations ou qu'on trouve autre chose. Donc on a créé d'abord un haut représentant de la communauté internationale, une structure complètement ad hoc. Et à côté de ça, il a été décidé d'utiliser l'OSCE pour organiser les premières élections après la guerre civile. Et ça a été la première grosse mission historique de l'OSCE, à laquelle j'ai pu contribuer un peu par hasard. D'abord parce que j'ai été envoyé sur place en tant que militaire, et en tant que militaire, j'avais commencé à coopérer avec les gens de l'OSCE. Et une fois que j'avais été libéré des obligations du service militaire, eh bien, j'avais demandé aux gens de l'OSCE comment faire pour travailler pour eux. Ils m'avaient expliqué la procédure, et un mois plus tard, j'étais de retour en Bosnie, mais en civil, pour commencer à travailler sur ces fameuses élections. Donc, chemin faisant, je suis rentré dans ce système, d'abord par des missions courtes, et puis ensuite, on m'a proposé un contrat plus long, et puis ensuite, c'était des contrats de 6 mois, des contrats d'1 an renouvelables, etc. Et donc, voilà comment je suis rentré dans le système. Et chemin faisant, je suis arrivé en 2015 en Ukraine. Voilà. Et quelle était la mission de l'OSCE en Ukraine? Alors la mission de l'OSCE en Ukraine était particulière. D'ailleurs, dans le livre que je publie, qui s'appelle Ce que j'ai vu en Ukraine, il y a en annexe en fait le mandat complet de la mission spéciale d'observation en Ukraine. Alors bon, ça en anglais parce que c'était la langue de travail. Et ce texte stipulait que nous devions rassembler des éléments d'information sur les incidents dans un esprit de neutralité, et que nous devions aussi monitorer le respect des droits de l'homme, enfin monitorer ou soutenir le respect des droits de l'homme, ou des droits fondamentaux, comme c'est dit exactement dans le texte. Et nous devions d'autre part faciliter le dialogue sur le terrain. Alors j'insiste sur cette phrase, faciliter le dialogue sur le terrain. Ça a l'air facile comme ça quand c'est écrit, mais concrètement, par expérience, ça a été la croix et la bannière concrètement dans les zones séparatistes, parce que l'OSCE, comme les États membres d'ailleurs, ne reconnaissait pas les républiques autoproclamées du Donbass, et donc ça crée tout un tas de complications pour établir des liens avec eux. Et donc c'était un obstacle majeur pour la mise en œuvre du mandat, en fait. Et normalement on devait être une force neutre, hein, comme c'est dit dans le mandat, sauf que de facto nous ne pouvions pas l'être puisque nous refusons de parler à une partie. Alors que évidemment avec l'autre, les gouvernements ukrainiens, il y avait pas ce genre de problème. Donc on crée un déséquilibre de principe dans notre fonctionnement qui empêchait la pleine mise en œuvre du mandat. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai fini par démissionner de la mission, après avoir tenté tout en interne pour faire évoluer les choses, mais c'était comme s'attaquer à des moulins à vent. Voilà. C'était pas, cette mission n'était-elle pas un écran de fumée, en fait, histoire de dire qu'on faisait quelque chose alors qu'en fait on voulait rien faire. En tout cas, quand je dis on, c'est l'Occident. Hein. Disons que c'est ce genre d'affaires, bon, et en fait personne ne savait où on allait au départ. Il faut rappeler peut-être la date de création de cette mission. Cette mission a été créée le 21 mars 2014. Le 21 mars 2014, c'est juste après le référendum de Crimée. Référendum de Crimée, je crois que c'était le 16 ou le 17 mars, qui réclamait son rattachement à la Russie. Donc c'était après l'affaire des petits hommes verts qui avait facilité en fait la prise en main, enfin l'indépendance de la Crimée en fait, son indépendance puis son demande de rattachement à la Russie. Donc tout ça s'est fait très vite. Et je pense que les grandes puissances occidentales ont été un peu prises de court. Et donc, on a monté cette mission un peu à la va-vite pour tenter d'aller observer ce qui se passait. Sauf que à l'époque, donc il n'y avait pas encore de conflit armé. Et très vite, au bout de quelques semaines, l'ATO, c'est l'Anti-Terrorist Operation qui a été déclenchée par le président par intérim ukrainien le 7 avril. Donc c'était 15 jours après. Et 15 jours après, vous avez une opération antiterroriste qui est déclenchée, et ensuite ça dégénère en conflit ouvert. Or, les gens qui ont été envoyés dans le cadre du mandat décidé le 21 mars étaient tous des civils, qui n'étaient pas des spécialistes de la chose militaire. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des civils
qui sont spécialisés dans le dialogue et les droits de l'homme, et ils se retrouvent coincés dans un conflit armé. Donc il y a eu un problème dès le départ pour la MSOU, donc Mission spéciale observation en Ukraine, pour s'adapter en fait au changement de dynamique sur le terrain. En plus, il y a eu des prises d'otages en avril-mai de mémoire. Il y a eu 3 prises d'otages de représentants de l'OSCE en avril-mai dans le Donbass par des séparatistes. Il y avait en plus d'ailleurs sur ces 3 prises d'otages, il y en avait qui étaient des purs militaires. Il y avait une mission militaire de l'OSCE qui avait été déployée à côté de la mission civile. Donc bon, ça montrait que tout ça n'était pas très bien coordonné ni organisé. Et donc à partir du moment où il y a eu ces prises d'otages, la MSOU a gelé le recrutement avant de le redémarrer en septembre de l'année qui suivait. Et voilà, donc ça a été chaotique tout ça. Donc les premiers contrats étaient des contrats de 6 mois. Au bout de 6 mois, il y a des gens qu'on a remerciés, et puis d'autres qui ont été embauchés. Après, avec des profils plus militaires, soit des profils militaires, soit des profils de policiers, parce que la donne avait changé sur le terrain. Et in fine, dans la mission, vous aviez un mélange entre des purs civils qui devenaient minoritaires et des gens qui avaient un background militaire ou policier prononcé. Parfois, c'était même des policiers détachés. Dans certains pays, on voyait des policiers en service, mais en les détachant. Ce n'étaient pas des retraités comme on avait aussi à côté. Voilà, donc l'OSCE s'est formé qu'un AKA, enfin la MSOU s'est formé qu'un AKA sur place. Et honnêtement, je peux pas dire qu'il y avait une direction claire dans tout ça. C'est l'OSCE a couru après les événements à ce moment-là. Alors, Quand est-ce qu'on a basculé vers une mission de monitoring du cessez-le-feu? ça, à partir des accords de Minsk 1, donc là, c'est en septembre. En septembre 2014, donc il y a eu les accords de Minsk 1, et c'est là que bon, on commence à donner à l'OSCE un rôle de monitoring de ces accords de cessez-le-feu. Et donc c'est ça qui a redonné un coup de boost à l'OSCE, et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, l'OSCE a relancé le recrutement de ces personnels après donc les accords de Minsk en septembre, en essayant de valoriser les gens qui avaient un profil militaire pour modifier le cessez-le-feu. Mais le processus de recrutement s'est étalé dans le temps. Et puis bon, ensuite, il y a eu à nouveau une grave dégradation de la sécurité, de la situation sécuritaire, qui a mené à Minsk II en février 2015. Et avec le Minsk II, qu'on appelle aussi le Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreement, en anglais, pardon d'utiliser l'anglais, c'était le paquet de mesures, en français, le paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk. Là, il y avait 13 points qui clarifiaient un certain nombre de rôles qui étaient expressément dévolus à l'OSCE, dont le monitoring des violations du cessez-le-feu, mais aussi le monitoring du retrait des armements lourds. Voilà, ça, c'était 2 missions clairement attribuées à l'OSCE et à personne d'autre. Est-ce qu'on pourrait revenir, je me permets de vous interrompre, est-ce qu'on pourrait Ouais. revenir effectivement sur la dynamique du conflit, parce que qui a mené donc à Minsk 1 et Minsk 2. Il me semble donc que l'armée ukrainienne, qui est déjà depuis un certain temps, en fait depuis 2004, depuis la révolution orange, avait été formée et soutenue par l'OTAN, a subi 2 grosses défaites face aux milices des républiques autonomistes, non? Oui, alors quand on regarde les événements de l'été, enfin printemps-été 2014, d'ailleurs que je résume dans mon livre, hein, dans le chapitre 1, j'ai tenté un résumé de tous ces événements pour situer le récit, pour contextualiser mon récit par la suite. Donc dans cette période, vous avez eu d'abord donc une montée en puissance de l'armée ukrainienne, ensuite une sorte de stalemate, on dirait en anglais, c'est-à-dire un moment de stabilité où les forces en présence maîtrisaient l'une l'autre. Et puis rapidement, en fait, bon, les choses ont évolué en faveur des forces ukrainiennes. D'abord Mariupol le 13 juin. Le 13 juin, les forces ukrainiennes reprennent le contrôle de Mariupol avec le fameux bataillon Azov, qui faisait là ses premiers faits d'armes.
Et par la suite, le 5 juillet 2014, c'est le contingent séparatiste qui était dans le nord de la zone qu'il contrôlait, en gros de Slaviansk, Kramatorsk, Drochkivka, Konstantinivka, toute cette zone-là. Les séparatistes ont évacué la zone pour se réfugier plus au sud, vers la ville de Gorlovka, qui est devenue ensuite la ligne de contact pendant les années qu'on suivit. Et donc les séparatistes qui étaient à l'époque menés par, j'oublie son nom, Igor Strilkin, Strilkin, ouais, plus ça de mémoire, qui était un ancien officier russe, qui avait à ce moment-là pris la tête des forces séparatistes. Alors évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre sur l'implication de Moscou, mais sauf que bon, moi de ce que j'en ai vu, je n'ai jamais vu de preuve du téléguidage d'Igor Strelkin ou Strelkov, pardon, directement par Moscou. Il aurait été envoyé par le président de Crimée sur place pour aider les séparatistes. Voilà, en tout cas, c'est ce que Strelkov a dit en interview. Et ensuite, on s'est aperçu que concrètement, il n'avait que les moyens du bord pour essayer de gérer la situation. Il s'en est plaint d'ailleurs en interview, à tel point que bon, il a dû battre en retraite d'une zone importante, déjà précédemment contrôlée, quoi. Donc la situation se présentait mal pour les séparatistes début juillet 2014. L'armée ukrainienne progressait un peu sur tous les fronts. Et puis, au cours des mois de juillet et août 2014, il y a eu un renversement de situation. Et là, on soupçonne l'implication des forces russes. Alors, je vous dis pas que j'ai la preuve, mais bon, il y a quand même un retournement de situation qui peut étonner, et que moi, personnellement, j'explique par l'aide probable, à ce moment-là, des forces russes. Il y a tout de même eu une très lourde défaite ukrainienne, hein, non, à ce Oui, à moment-là. Ilovaisk, enfin, faites sans doute référence à Ilovaisk. Ilovaisk, donc c'est une bataille qui a lieu au mois d'août, où les forces ukrainiennes un gros contingent des forces ukrainiennes a été encerclé, et a dû battre en retraite. Et bon, on situe là à peu près vraiment la bascule en faveur des séparatistes dans le conflit. Mais là qu'on est au mois d'août, et encore une fois, quand on regarde l'état de la bataille, ben, vous regardez sur Wikipédia, on vous cite des unités séparatistes, mais on vous cite aussi des unités russes qui auraient participé à la bataille. Bon, à prendre avec des pincettes, mais le fait est que le renversement de tendance, pour moi, peut difficilement s'expliquer sans l'hypothèse d'une aide concrète des forces russes. Voilà, pour être franc. Hein. Et donc à ce moment-là, les Ukrainiens ont battu en retraite un peu partout et ont accepté de signer les accords de Minsk 1 pour stabiliser la situation. Voilà, historiquement. D'accord. Et les petits hommes verts de Crimée, c'était des forces russes ou bien c'était une partie de la garnison ukrainienne de Crimée qui avait tout simplement enlevé ses insignes? Alors les petits hommes verts, bah, donc c'était des gens qui étaient sans insigne, comme vous dites, et donc ces gens-là ont participé à la prise de contrôle au profit des indépendantistes criméens de la Crimée. Alors qui étaient-ils? Je suis pas sûr que c'est jamais été reconnu officiellement, euh, mais tout le monde soupçonnait des soldats russes. Alors soit des soldats russes de la base de Sébastopol, parce qu'il y avait des soldats russes à Sébastopol, il y avait notamment une grosse base de marine, enfin c'est connu, et aussi peut-être des soldats qui auraient été envoyés en douce entre guillemets pour participer à la prise de contrôle de la Crimée. Prise de contrôle de la Crimée qui s'est passée quasiment sans aucun coup de feu. Je crois que si en tout il y a dû y avoir 2 morts dans des incidents séparés. Mais voilà, c'est rarement on a vu un territoire passer de la tutelle d'un pays à un autre avec comment dire une telle facilité. Euh, et donc bon, les petits hommes verts, honnêtement, j'ai pas de scoop à vous annoncer concernant la réelle identité de ces gens, mais tout le monde a soupçonné les forces russes, soit celles basées à Sébastopol, soit les forces envoyées spécialement sur place. Strelkov, d'ailleurs, a dit qu'il avait participé à la prise en main de la Crimée, et que c'est pour ça qu'ensuite, une fois qu'il était sur place, une fois que les choses étaient terminées, le président de Crimée l'avait envoyé dans le Donbass pour aider les républiques sœurs, entre guillemets.
qui essayaient de prendre leur indépendance de l'Ukraine. D'accord. Et si on revenait encore un petit peu plus en arrière à Maïdan, Ouais, bon, il est aujourd'hui parfaitement établi, hein, qu'il s'agit d'un coup d'État, hein, qui a été fomenté par les US, par l'Occident, les USA en tête, ouais. avec une très forte implication anglaise, et on le dit beaucoup moins parce qu'en Europe on est très pudique, mais c'est allemande. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Maïdan Alors, Maïdan, donc vous dites tout le monde reconnaît que c'est un coup d'État aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit le cas dans les médias mainstream, hein. Euh, alors évidemment, pour les gens comme Je moi qui parlais des s'intéressent gens à ça, bien informés, un petit peu honnêtes, quoi. bon, Voilà. euh, disons que oui, alors enfin très vite on voit que en fait moi j'ai pas découvert ça tout de suite honnêtement. Moi ma découverte du fait que Maïdan était un coup d'État, c'est passé par la lecture d'une thèse de cet historien enfin politologue plutôt ukrainien basé à l'université d'Ottawa qui s'appelle Ivan Kachanowski. Hmm. Ivan Kachanowski, il a fait dès 2015 un travail de recherche monumental sur les événements de Maïdan en 2014. Et il en a ressorti une thèse de 72 pages, format A4, qui concluait que la plupart des gens qui ont été tués à Maïdan n'ont pas été tués par la police, comme c'était la thèse officielle, la police du président Yanukovych, mais par des tireurs embusqués qui étaient placés dans les bâtiments contrôlés par l'opposition, notamment Svoboda, parti néo-nazi d'extrême droite, qui a activement participé aux événements. Euh, et donc voilà, sa thèse est une démonstration. Donc s'il y a des gens qui sont pas convaincus, qui ont envie de creuser, je conseille de lire la thèse d'Ivan Kachanowski. Alors c'est aussi documenté par au moins 2 heures de vidéos, de films qui ont été tournés par diverses équipes de journalistes à l'époque. Donc Kachanowski a fait un travail de recueil de toutes ces bandes venant de tout un tas de pays. C'est assez monumental encore une fois le travail qu'il a effectué. Et in fine, c'est honnêtement inattaquable, tellement c'est factuel et, et massif. Donc, à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai compris, ok, Maïdan est un coup d'État. Alors, reste à savoir qui était derrière. Euh, et il y a aussi une conversation qui est très connue aujourd'hui, enfin on la trouve encore sur YouTube, entre Victoria Nuland, qui à l'époque travaillait au secrétariat d'État américain, en charge de l'Europe de l'Est. Et donc, elle supervisait tout le dossier ukrainien pour le gouvernement américain. Et cette conversation, elle a été mise en ligne de mémoire le 4 ou le 5 février 2014, donc avant le massacre qui lui a eu lieu entre le 18 et le 20 février. Donc 15 jours avant, vous avez au moins 15 jours avant, parce que c'est la date de diffusion, mais la date exactement d'enregistrement n'est pas claire. Au moins 15 jours avant, donc vous aviez Victoria Nuland qui discutait avec l'ambassadeur américain à Kiev euh, de la composition du futur gouvernement ukrainien. Et qu'est-ce qui est dit dans cette conversation? Victoria Nuland dit que leur candidat pour être Premier ministre, ce sera Yatsenyuk. Et qui deviendra Premier ministre à l'issue du coup d'État? Yatsenyuk. Euh, Par ailleurs, Victoria Nuland dit aussi que enfin, il y avait 2 autres leaders qui se détachaient à l'époque. Il y avait l'actuel maire de Kiev, l'ancien boxeur Klitschko, Klitschko qui était cité, et il y avait aussi le leader Svoboda, qui a un nom à coucher dehors. J'ai toujours un problème pour m'en souvenir. Elle cite ces 2 leaders et en disant que il ne fallait pas qu'ils rentrent dans le gouvernement. Euh, et ces 2 personnes ne sont pas rentrées dans le gouvernement. En revanche, on a pris des ministres de Svoboda dans ce nouveau gouvernement. Voilà, donc ça montrait, cette simple conversation montrait que toute l'affaire paraissait téléguidée par les États-Unis. Il y, Euh, a, il y a aussi la conversation, il y a une autre conversation qui avait été interceptée à l'époque, c'est celle de Catherine Ashton, qui à l'époque était la haute représentante de oui, l'Union européenne pour la sécurité. oui, je m'en souviens très bien. Et, et puis le Premier ministre estonien, si je ne m'abuse. Oui, enfin c'était, je crois, ancien Premier Affaires ministre. étrangères, excusez-moi. Ouais. Alors je me souviens plus quel était son titre. En fait, il était l'envoyé spécial de l'Union européenne sur place à Kiev pour s'enquérir de ce qu'il se passait, et il rendait compte ensuite à celle qu'il avait envoyée, Catherine Ashton, en effet. Et donc c'est une conversation qui est enregistrée
cette fois-ci après Maïdan. Et dans cette conversation, donc cet homme, dans mon souvenir, il était finlandais, mais peut-être qu'il était estonien, déclarait qu'il avait parlé à des leaders du mouvement de Maïdan, notamment une femme médecin, et qu'il y avait des faits troublants, notamment que la femme médecin qui faisait partie du comité pro-indépendantiste, enfin pas indépendantiste, mais des manifestants, lui avait dit qu'il y avait des choses troublantes qui avaient été constatées, et en l'occurrence le fait que on avait les mêmes armes qui avaient à la fois tiré sur des policiers et tiré sur des manifestants. Donc elle trouvait ça troublant, et donc même le représentant de l'Union européenne sur place, lui aussi, on voit qu'il trouve ça troublant, et il en parle à Catherine Ashton, et Catherine Ashton à ce moment-là, une réaction, ah bon, je paraphrase à peu près, c'est ah bon, intéressant, et puis elle passe à autre chose. Alors là, c'était très suspect. Soit elle était au courant qu'il y avait une grosse opération de manipulation derrière tout ça, et donc elle évacue le sujet, soit c'est nouveau pour elle, et à ce moment-là, le sujet lui fait peur, et elle préfère passer à autre chose. Le sujet lui fait peur parce qu'elle maîtrise pas. Et elle se dose, oh là, il y a des fois, si ça c'est en train de se passer, ça nous arrange pas, on doit fermer les yeux, parce que c'est pas notre intérêt géopolitique. Donc, quelle que soit la façon dont on l'appréhende, on se dit soit ils étaient actifs derrière tout ça, soit ils étaient passifs. Mais en tout cas, il y a une complicité de l'Occident derrière tous ces événements. Et alors, il y a évidemment ensuite le 20 février, donc il y a eu un accord juste après les événements violents entre le président Yanukovych et trois leaders de l'opposition, les trois que j'ai cités tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'était Yatsenyuk, Klitschko et puis le leader de Svoboda. Les trois ont signé un accord le 20 février qui disait que dans les 6 mois, il y aura des élections présidentielles pour débloquer la situation. Sauf que l'accord, enfin, avant de parler de la chute de l'accord, il faut préciser aussi qu'à ce moment-là, il y avait trois ministres des Affaires étrangères occidentaux qui s'étaient déplacés, en l'occurrence des Européens. Il y avait le ministre allemand, le ministre polonais et Laurent Fabius, qui était à l'époque notre ministre des Affaires étrangères. Donc ces trois ministres étaient déplacés sur place pour encadrer les discussions qui ont abouti donc à cet accord. Sauf que l'accord, il n'a pas tenu 24 heures. Il a été dénoncé dans la foulée par Pravi Sector, qui a dit nous on reconnaît pas cet accord. Et dans la nuit, vous avez le président qui, craignant pour sa vie, alors Pravi Sector, c'était un des mouvements les plus impliqués dans les violences, dans les violences des événements de Maïdan. Ils étaient en première ligne pour confronter ou s'affronter avec les policiers, certains armés. Ils ont largement contribué à ce que la situation dégénère. Et Pravi Sector, c'était un groupuscule à la base qui était formé de hooligans violents, qui avaient l'habitude d'en découdre dans les stades de foot. Et puis là, ils se sont sentis une mission nationaliste et ils ont été mis en première ligne avec les gens de Svoboda pour participer au coup de force. Et les gens de Pravi Sector contrôlaient un certain nombre de bâtiments publics. Et pour eux, il était hors de question de rendre le contrôle des bâtiments publics tant que Yanukovych était au pouvoir. Donc eux, ils n'étaient pas du tout dans la démarche de négociation, la démarche diplomatique, d'ailleurs dans la pure tradition des nationalistes ukrainiens, qui quand on se penche un peu sur leur mode de fonctionnement, on voit que ce sont des gens qui sont allergiques à toute forme de compromis. Ce sont des extrémistes au sens propre, qui ne peuvent pas concevoir le compromis. Pour eux, tout compromis est une trahison, même infime. Donc ce sont des radicaux, c'est tout ou rien. Voilà. Et donc, dès le début à Maïdan, ils ont montré leur mode de fonctionnement, c'est tout ou rien, et nous, non, on fait pas de concession, Yanukovych doit dégager, point final. Alors après, on peut se poser la question, si ces gens-là ont eu tant de pouvoir, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres gens qui avaient intérêt à ce que ces gens-là mettent la pression. Et donc, il y avait probablement les oligarques derrière, qui ont, voire les États-Unis encore derrière, qui se sont arrangés pour que des gens comme ça puissent avoir un rôle majeur dans tous les événements qui ont eu lieu dans cette période, pour déstabiliser le pays et faire chuter Yanukovych, en fait.
Mhm. Donc ils ont probablement été manipulés à ces fins. Puis une fois qu'ils ont rempli leur rôle, comme Svoboda, bon, on leur dit bon, vous êtes bien gentil, mais le leader, il rentre pas le gouvernement, mais on acceptera quelques ministres. Et puis Private Sector, bon, ils ont été un temps exclus de l'action violente, mais ils se sont rattrapés en fournissant les bataillons enfin, fournissant l'essentiel des premiers recrutements d'Azov, par exemple. Azov, donc ça commence le 4 mai 2014. Et parmi les premiers membres d'Azov, bah, vous avez notamment les gens de Private Sector euh, qui se sont précipités. Et vous Et aviez parlé des, ouais. Vous ils avez ont aussi parlé créé des leur propre ATO. unité paramilitaire dans la foulée. D'accord. Et vous avez parlé des ATO dans le Donbass, donc ça c'est après Maïdan, hein, bien sûr, c'est au moment du conflit. À l'époque, c'était un truc qui avait été mis en place par le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Arseni, j'ai oublié son nom de famille, et Avakov, dont pardon? Arseni Avakov, C'est ça, voilà, ministre de Arsène l'Intérieur. Avakov, tout à fait, voilà, Ouais, et qui avait ouais, qui avait curieusement pour adjointe une certaine Ekasgoladze, qui n'était d'autre à l'époque que la femme d'un certain Raphaël Glucksmann, si je ne m'abuse, ouais, et qui était géorgienne, non pas ukrainienne. ouais. Oui, alors à Mhm. l'époque, enfin, j'ai entendu parler de la femme de Raphaël Glucksmann que très tardivement. Et moi, à l'époque, je la connaissais pas. Mais Arsène Avakov était connu comme le loup blanc. Et il était très craint. Arsène Avakov, donc ministre de l'Intérieur dès le premier gouvernement post-Maïdan, qui a fait tous les gouvernements sous Poroshenko, et y compris les premiers gouvernements sous Zelensky. C'est le seul ministre qui a duré comme ça. Et il C'est un semblait oligarque aussi à la base, hein. inamovible. Pardon? C'est un oligarque à la base. Oui, alors j'ai pas en tête son passé précédent, son histoire. Mais en tout cas, il était très puissant dans le système gouvernemental. Et en effet, c'est lui qui a créé les bataillons de volontaires, dont Azov, plus derrière Donbass, Dnipro, Haïdar, enfin tous ces noms-là, qui ont acquis ensuite pour certains une sinistre réputation. Enfin pour ceux qui suivent. Et donc c'est Avakov qui avait créé donc ce système de bataillon de volontaires qui n'était pas intégré dans les structures gouvernementales, qui était à côté, mais qui travaillait au profit du gouvernement. Et ce sont ces gens-là qui ont commis les pires crimes de guerre dans le Donbass dès les premiers mois. Et là, j'ai récolté tout un tas de témoignages là-dessus, donc je sais de quoi je parle. Et bon, et ensuite, s'attaquer aux gens de ces bataillons, c'était, même pour la police locale, c'était mission impossible parce qu'ils étaient protégés par Avakov. Et j'ai eu des témoignages en ce sens, d'ailleurs, de plusieurs sources. Euh, Ces gens-là se sentaient intouchables. Et malheureusement, bon, il y a eu quelques cas où certains d'entre eux ayant tellement franchi les lignes que l'État ukrainien n'a eu d'autre choix que de les stopper, comme le bataillon Tornado. Si les gens cherchent à savoir de quoi il s'agit, bon, sur Internet, on trouve pas grand-chose parce que tout est filtré, mais j'en parle dans mon livre, le fameux bataillon Tornado, qui a commis parmi les pires crimes dans le Donbass, essentiellement dans l'oblast de Lugansk. Euh, mais bref, donc il y a eu tout un tas de contingents de volontaires excités, extrémistes, qui ont semé la terreur, on peut le dire, dans le Donbass pendant la période 2014-2015. Question, le Donbass, en fait, est-il russe d'un point de vue linguistique, ethnique, culturel? Alors ça dépend ce qu'on entend par là. Si on regarde le recensement de 2001, le recensement officiel du gouvernement ukrainien, sur lequel je me suis beaucoup basé pour comprendre la situation, euh, vous aviez dans l'oblast de Donetsk et dans l'oblast voisin de Lugansk, vous aviez à peu près le même pourcentage de gens qui se disaient non pas russophones, mais russes. De mémoire, c'est 38 et 39%. Donc 38 et 39%, ça fait pas une majorité absolue, mais ça fait une majorité significative. Et à côté de ça, vous aviez un pourcentage je crois que c'était 75 à 80% des gens qui se disaient de langue russe, incluant les gens qui se disaient russes. Donc vous aviez dans le Donbass peut-être entre 20 et 25% de gens qui ont été classés comme ukrainophones à l'époque. Sauf que un collègue britannique qui avait fait une thèse sur le sujet, collègue britannique de la MSOU, m'avait dit oui, mais ça, ces chiffres sont trompeurs parce qu'à l'époque,
le gouvernement ukrainien voulait mettre en avant la langue ukrainienne, et donc ils ont classé une réponse qui n'était ni ukrainien ni russe en ukrainien. Et cette réponse, c'était quoi? C'était le surgique. Le surgique, c'est un dialecte qui est très parlé en Ukraine et qui mélange le russe et l'ukrainien. Et en fait, plus vous êtes proche, plus vous êtes à l'est, plus ce mélange tend vers le russe. Plus vous allez vers l'ouest, plus ce mélange tend vers l'ukrainien. Euh, et donc, vous avez par exemple dans les oblasts du Donbass, si on regarde la carte linguistique, les gens qui vivent dans les villes disent tous qu'ils parlent russe. C'est de manière écrasante. Par contre, dans les zones rurales, les gens disent qu'ils parlent surgique. Ou enfin, c'est classé comme ukrainien, mais concrètement, c'est du surgique. C'est ce mélange de russe et d'ukrainien. Et donc, si vous voulez, la différence entre le surgique du Donbass et la langue russe est bon. Alors, je suis pas linguiste, je suis pas spécialiste, hein, mais c'est une différence qui est relativement faible. Et donc voilà, ça c'est un élément de réponse purement linguistique à apporter à votre question. Après, d'un point de vue historique, qui contrôlait le Donbass jusque-là? Écoutez, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ou l'après-Première Guerre mondiale, jusqu'à l'URSS, le Donbass était, ou en tout cas l'essentiel du Donbass était russe. Ça n'a jamais fait partie d'une Ukraine qui n'existait pas de toute façon à ce moment-là. L'Ukraine, en tant qu'État, encore une fois, n'existait pas avant 1991. Et avant ça, c'était la République socialiste d'Ukraine, qui, elle, a été officiellement créée en 2022, de mémoire, par les bolcheviks. Et ce sont les bolcheviks qui ont inclus dans l'Ukraine, notamment le Donbass. 1922, vous voulez dire? Pardon? 1922, pas 1922. Et 2022. donc, ce sont les bolcheviks qui ont inclus dans l'Ukraine le Donbass. Et Khrouchtchev qui a rattaché la Crimée dans les années Voilà. 50. Et ensuite, c'est en 1954, Khrouchtchev rattache la Crimée, qui ne faisait pas partie de l'Ukraine. Donc, il rattache la Crimée à l'Ukraine, enfin la République socialiste d'Ukraine. Donc, à l'époque, comme c'était l'URSS, il n'y avait pas trop de conséquences. Mais comme j'en parle aussi dans mon livre, cette affaire de 1954, les gens en fait se demandent pourquoi Khrouchtchev a pris cette décision de rattacher la Crimée à Crimée qui était très russophone, très très russe. Pourquoi la rattacher à l'Ukraine? Apparemment, d'après le fils de Khrouchtchev, c'était lié au fait que la Crimée, bon c'est encore le cas aujourd'hui, avait un grave déficit en eau et que la seule méthode identifiée à l'époque pour alimenter la Crimée en eau, c'était de construire un canal venant d'Ukraine. Et à l'époque, pour faciliter la construction de ce canal de l'Ukraine vers la Crimée, il avait été décidé que c'était plus simple si la Crimée était rattachée à l'Ukraine. Alors c'était peut-être aussi un prétexte, mais en tout cas, bon, c'est l'explication qu'a donné le fils de Khrouchtchev. Alors Khrouchtchev, lui, qui a fait une majeure partie de sa carrière en Ukraine et dont la femme était ukrainienne. Donc on peut prêter aussi à Il était Khrouchtchev. commissaire politique à Stalingrad, non, Khrouchtchev? Pardon? Il était commissaire politique lors de la bataille de Stalingrad, non, Khrouchtchev, si je ne m'abuse. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas, précédemment, il était représentant du Parti communiste d'Ukraine. Et donc, il a travaillé de nombreuses années en Ukraine avant de devenir le premier secrétaire, je sais plus comment le titre exact des soviétiques, enfin le numéro un soviétique. Et de par sa femme, donc il avait de fortes inclinations pro-ukrainiennes, si vous voulez. Donc voilà, enfin bon, oui, c'est tout un débat. Mais alors, ce qui est amusant, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de voir que l'essentiel de l'establishment occidental insiste pour que les décisions d'un dictateur soviétique soient inamovibles. C'est-à-dire, ah bah oui, la Crimée, encore une fois, on n'a jamais demandé à l'époque l'avis des gens, hein, l'avis des gens qui vivaient sur place. Mais le fait que la Crimée ait été rattachée à l'Ukraine, donc ça a été fait par un dictateur soviétique, et aujourd'hui, l'Occident est prêt à envoyer des armes, prêt à se battre, pour que ça soit gravé dans le marbre vitam aeternam. Donc je ne savais pas que l'Occident était pro-soviétique jusqu'ici. Et il n'y avait pas eu un référendum en Crimée juste avant l'indépendance de l'Ukraine où la Crimée demandait son rattachement à la Russie? En fait, oui, alors c'est une question qui est très peu connue, mais bon, j'ai enquêté là-dessus et c'est là que j'ai découvert que en mai 1992,
Donc on est 6 mois après l'indépendance de l'Ukraine. Le Parlement de Crimée a fait une déclaration d'indépendance. Ils ont adopté une déclaration d'indépendance qui devait être ensuite validée par un référendum en août 1992 pour devenir indépendant de l'Ukraine. Et ça, c'est une histoire que même les Ukrainiens, la plupart des Ukrainiens ne connaissent même pas. C'est effacé des livres d'histoire. Trouver un article de la presse occidentale qui va parler de ça. Moi, je me souviens m'être accroché sur X avec un Ukrainien qui me disait que je mentais, que c'était pas possible, et je lui ai sorti toutes les références en lien que j'ai trouvées. Et à ce moment-là, il n'y avait plus personne. Il est jamais revenu vers moi parce que bon, les références étaient claires. Il se trouve que cette décision de l'indépendance de la Crimée n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire 8 jours. Parce qu'en fait, le gouvernement de Kiev, à ce moment-là, a envoyé un ultimatum au Parlement de Crimée, avec donc une date limite, hein, c'est la définition de l'ultimatum, en disant, bah voilà, vous retirez cette loi d'ici 8 jours, ou ça se réglera par la force. Voilà. Et donc, le Parlement de Crimée a cédé. Et donc, le référendum n'a jamais eu lieu. Sauf que derrière, ils ont essayé de se distinguer toujours en créant leur propre constitution. Ils ont créé une constitution de Crimée qui n'existait pas. Dans cette constitution de Crimée, ils ont créé un rôle de président de Crimée qui n'existait pas. Et le premier président de Crimée, qui a été élu largement, était très pro-russe. Et il a organisé lui-même un référendum, je crois qu'on était en début 1794, vers janvier de mémoire, dans lequel il demandait Alors c'est un référendum consultatif, donc pour ne pas provoquer Kiev, mais une des questions du référendum, il y en avait trois, c'était la demande de pouvoir détenir des passeports russes. Vous voyez, qui était vu comme un premier pas pour l'intégration avec la Russie. Euh, Sauf que bon, Kiev voyait ça d'un mauvais œil, et au bout d'un moment, les actions de Kiev ont fait que le président pro-russe a été démis de ses fonctions. Le gouvernement de Kiev a demandé au Parlement criméen de supprimer le poste de président, de supprimer sa constitution. Et finalement, en 1995, tout ce monde-là s'est mis d'accord pour, enfin tout ce monde-là, euh, le gouvernement de Kiev a imposé à la Crimée le statut qu'elle a gardé jusqu'en 2014, qui était celui de république autonome au sein de l'Ukraine. Voilà, donc il y a eu un petit peu d'autonomie qui a été conservée ou donnée à la Crimée à ce moment-là, mais dans les limites de ce qui était acceptable pour Kiev. Mais ce qu'on oublie aussi beaucoup de dire, c'est que la Crimée est russe depuis plus longtemps que Nice et la Savoie sont françaises, Oui, quoi, hein. Donc, ça date du XVIIIe siècle. Hein. 1762, je m'abuse. Alors, je ne me souviens pas de la date précise, mais en tout cas, c'était avant Odessa. Donc, Odessa, c'est C'est Catherine. 1700, les années 1590, Odessa, et la Crimée est devenue russe avant. Donc, ça date du XVIIIe siècle. Et comme me disait un collègue russe, d'ailleurs, avec qui je travaillais à l'époque, il me disait, mais comment se fait-il que la France, aujourd'hui, ne reconnaisse pas la souveraineté russe sur la Crimée, alors que, après la guerre de Crimée, vous l'avez officiellement reconnue. Alors, à l'époque, je savais même pas de quoi il parlait. Enfin, j'avais entendu parler de la guerre de Crimée, mais j'en connaissais pas les détails. Et donc, je m'étais renseigné. En effet, la guerre de Crimée se conclut par un traité qui s'appelle le traité de Paris et qui conclut par la souveraineté russe sur la Crimée. Et donc, on a officiellement, le gouvernement français a officiellement reconnu ça en 1856 de mémoire. Et donc, ils se demandaient, mais pourquoi, plus d'un siècle plus tard, on ne reconnaissait plus ce qu'on avait reconnu un siècle plus tôt. L'ordre international fondé sur les règles. Pour être cynique. Pour revenir au Donbass, parmi les populations russophones, y avait-il, avez-vous constaté un sentiment anti-ukrainien viscéral, comme on peut le voir par exemple avec un sentiment anti-russe viscéral dans l'ouest de l'Ukraine, hein, dans toute la région de Lvov, etc. Alors, honnêtement, moi, j'ai pas constaté ça. J'ai constaté chez certains Ukrainiens une haine viscérale des séparatistes, une haine viscérale des Russes, mais j'ai pas constaté le même niveau de haine de l'autre côté. Ce que j'ai constaté, c'est des gens qui voulaient qu'on leur foute la paix, pour reprendre leurs mots, qui voulaient vivre avec leurs valeurs, en parlant leur langue,
et qui ne voulait pas imposer aux Ukrainiens de l'Ouest de parler russe. Je me souviens que la candidate à la mairie de Kramatorsk que j'avais rencontrée, candidate pour le parti bloc d'opposition, le parti de Medvedchuk, j'avais discuté avec elle et elle m'avait dit, voilà, nous, en fait, on veut juste vivre comme on l'a toujours vécu, c'est-à-dire en parlant notre langue. Et voilà, mais on cherche pas à imposer quoi que ce soit aux Ukrainiens de l'Ouest. Alors pourquoi eux veulent nous imposer leur façon de voir? Pourquoi est-ce que eux veulent nous imposer de parler de leur langue? Vous voyez, c'était plutôt dans ce rapport-là. Et après, quand je discutais avec des gens ici ou là, dans les villes et les villages, quand je leur posais la question, est-ce que vous seriez prêt à revenir en Ukraine? Et souvent, la réponse était plus maintenant, parce qu'il y a eu trop de sang versé. Ils nous ont trop bombardés. Et donc maintenant, c'est plus possible. Oui, mais ce genre de réponse veut dire qu'auparavant, bon, avant que la violence soit utilisée, c'était dans le domaine du possible de retourner en Ukraine. Mais là, pour beaucoup, après, c'était devenu un chemin de non-retour. Ou alors, la réponse, ça pouvait être comment retourner dans un pays où on me considère comme un terroriste. Parce que, officiellement, les séparatistes étaient considérés comme terroristes. Et vous avez même des femmes, des petites vieilles, qui vous disaient, mais pour le gouvernement ukrainien, je suis une terroriste. Donc, comment faire confiance à un État qui me considère comme un terroriste, vous voyez? C'était plutôt ce genre de réaction, mais pas de la haine. J'ai jamais vu de la haine de leur côté. Et qu'est-ce que vous avez précisément vu dans le Donbass en matière d'exaction? Est-ce que c'était vraiment des plans coordonnés ou est-ce que c'était effectivement cette espèce de bataillon de volontaires qui a été lâché un petit peu comme on trouvait les bandes de mercenaires après la guerre de 30 ans en Europe, hein, qui déplaçaient les campagnes? Est-ce qu'il y avait une réelle volonté politique coordonnée d'opprimer toute forme de contestation? En fait, on peut distinguer deux phases. Donc, il y a eu d'abord la première phase qui a mené à Minsk II, donc qui était un peu la phase de guerre de mouvement, où là, les bataillons de volontaires ont commis les pires crimes, surtout, je dirais, jusqu'à Minsk I. Ensuite, ça s'est un peu stabilisé, mais les combats ont été toujours très violents. Et puis ensuite vient Minsk II, et là, on a une stabilisation générale de la ligne de contact. Et donc, on rentre dans une autre phase. Mais ce qui s'est passé après, donc il y a quand même globalement un niveau de violence qui a décru, mais vous aviez des bombardements sporadiques dans certaines zones. Par exemple, dans le sud de Mariupol, les bombardements étaient quasiment quotidiens jusqu'en 2022. Ça n'a jamais arrêté vraiment. Tous les jours, on avait des violations du cessez-le-feu dans cette zone-là. Il y a d'autres zones qui, au contraire, étaient très calmes parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et puis, globalement, sur la ligne de front, vous aviez des éruptions de violence ici ou là, de manière ponctuelle, comme à Avdiivka, par exemple, je me souviens. Il y a eu une grosse bataille à Avdiivka en juillet 2017. Régulièrement, Avdiivka était un point chaud qui dégénérait parce qu'il y avait des enjeux de contrôle des axes routiers majeurs qui séparaient les séparatistes du territoire contrôlé par l'Ukraine. Il y avait aussi une station d'épuration d'eau qui était très importante pour Donetsk, qui était située dans la zone grise, et les forces ukrainiennes n'arrêtaient pas de harceler les gens qui travaillaient sur place. Ça a duré jusqu'en 2022. Et vous aviez aussi des combats majeurs autour de Debaltseve, en l'occurrence Svitlodarsk, la ville d'à côté, qui était une zone très très cinétique, comme on dit aujourd'hui, où il y avait tout le temps des violations de cessez-le-feu. Et puis après, vous aviez le Lukansk, où vous aviez la zone de Zoloté, qui était très chaude aussi, avec pareil des violations de cessez-le-feu quasiment tous les jours. Et concrètement, vous constatiez que les forces ukrainiennes essayaient de grappiller du terrain dans la zone grise, en divers endroits. Et ils ont progressé d'ailleurs dans beaucoup de ces endroits, mais ils faisaient des petits sauts de puce comme ça, et ils maintenaient une pression permanente. Et après, pour revenir à Arsène Avakov, j'avais lu une interview de sa part où il disait que oui, nous avons la tactique des petits pas. C'est-à-dire que, étant contraint par les accords de Minsk, en fait, il pouvait pas lancer de grande offensive, mais il tentait une tactique des petits pas qui consistait à reprendre un petit peu de terrain dans les endroits donnés, à grignoter, et comme c'était une évolution lente,
C'était fait pour pas que ça se voit trop. Et c'était assumé comme tactique. Et quand on regarde la dynamique, notamment à l'est de Mariupol ou dans d'autres zones, comme Zaïtsevé, qui est au nord de Gorlovka, il y avait une pression constante des forces ukrainiennes dans ces zones-là, mais sans que ce soit une offensive majeure avec des tanks, etc. Euh, voilà, c'était la tactique du grignotage de terrain et des petits pas, maintenir une pression permanente, et tous rêvaient à un moment donné, de trouver le bon moment pour lancer une offensive qui serait décisive, comme l'opération Tempête des forces croates en 95. Parce que les forces croates en 95 avaient lancé une opération de libération entre guillemets des territoires des Krajina tenus par les Serbes, les Serbes qui habitaient là depuis des siècles. Hein, et donc là, les Croates en 3 jours avaient défait les forces serbes dans ces zones-là. Et donc cette opération Tempête était considérée comme un modèle pour les Ukrainiens. C'était même dit dans les journaux, hein, dans les interviews. Andrei Bilecki en parlait aussi, Andrei Bilecki, l'ancien patron d'Azov. Voilà, donc c'était le fantasme à ces gens-là. Donc l'offensive éclair pour reprendre le contrôle du Donbass, couplé à ce qu'ils imaginaient être l'effondrement économique ou politique de la Russie. Ils rêvaient de ça. Il y a beaucoup d'Occidentaux d'ailleurs qui s'imaginaient que les sanctions économiques commencées en 2014 allaient fatalement, un jour ou l'autre, pousser la Russie vers l'effondrement. D'abord économique, puis politique. Ouais. Si vous voulez, ces gens-là prenaient leur désir pour des réalités. Voilà, en résumé. On a affaire à un pays qui dispose des plus grandes ressources naturelles au monde. Ils ont de tout. Ils ont une population qui est extrêmement bien éduquée, une force de travail qui reste relativement jeune, même si elle reste peu nombreuse. Et on veut un pays en fait qui est capable d'être parfaitement autonome à tous les points de vue, agricole, énergétique, minerai, industriel. Et on voudrait croire que cette économie-là allait s'effondrer. Eh oui, mais ça, en anglais, on appelle ça le wishful thinking, ou en français, prendre ses désirs pour des réalités. C'est On des pourrait gens, penser magique, encore oui, ou pire, la pensée magique, comme, si vous comme voulez. les enfants. Hein, un peu comme les enfants. Voilà, je veux quelque chose tellement fort que forcément ça va arriver. Mais c'est déconnecté de la réalité. Et ces gens-là avaient une vision tellement caricaturale de ce qu'était la Russie. La Russie est un système dictatorial qui ne tient que par le pouvoir d'un seul homme au sommet, qui fait trembler tout le monde. Donc pour eux, c'était un modèle forcément fragile. Hein, mais c'est alors moi, j'ai jamais travaillé en Russie, donc je vais pas dire que je connais la Russie, mais de ce que j'en comprends, c'est pas un pouvoir si fragile que ça. Il y a quand même une relative homogénéité de la société russe, et les Russes sont un peuple fier, qui l'ont prouvé par l'histoire, et quand ils se sentent agressés, ils sont capables de s'unir comme jamais. Hein, donc Ils ont toujours été capables de le faire d'ailleurs dans l'histoire. oui, oui, Donc, bah depuis, bon, d'abord ils ont été un peuple conquérant pour agrandir leur empire, c'est vrai. Et puis ensuite, bah tout le monde connaît l'histoire de Napoléon, puis de l'Allemagne nazie, et qu'à ce moment-là, ça a déclenché chez ce peuple un sentiment de solidarité surhumain pour survivre en fait. Et là aujourd'hui, l'essentiel des Russes sont dans cet état d'esprit-là. Ils sont convaincus que l'OTAN veut leur destruction, que l'Occident, d'une manière générale, veut leur destruction, et que donc ils doivent se défendre. il faut dire que Euh, Kaja Kallas, la patronne de la prétendue diplomatie européenne, dit qu'il faut casser la Russie en petits morceaux. voilà. Hein, et là, Elle ne fait qu'alimenter ce qu'on peut appeler cette paranoïa russe, mais paranoïa qui repose sur des quelques éléments concrets aussi. Vous voyez. donc c'est pas de la paranoïa. Donc à ce moment-là, ça rentre plus dans la définition de la paranoïa. Mais moi, je me suis rendu compte de ça, mais à l'époque, j'appelais ça de la paranoïa russe, en 1999. Je travaillais pour l'OSCE en Bosnie à l'époque. Et un de mes collègues, c'était un diplomate russe, un diplomate de carrière, hein, mais qui était détaché dans la mission de l'OSCE en Bosnie. Donc c'était un collègue de mon bureau. Et alors pour ceux qui savent, en 99, c'est l'époque où il y a eu les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, à cause du Kosovo. Et, euh, et là, on était à Tuzla, on était à 30 km de la frontière serbe. Et chaque nuit, pendant la période de bombardement, on entendait le grondement, le bourdonnement des avions bombardiers en haute altitude qui nous passaient au-dessus. On entendait, ça faisait penser à des scènes de films de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait une pression, voilà, on se sentait vraiment proche des événements. Et puis un jour, j'ai une discussion sur le fond avec mon collègue russe.
Et à l'époque, moi, je croyais encore au narratif de l'OTAN, au moins dans les grandes lignes. Et même si j'avais quelques nuances sur certains points, même si j'étais dérangé sur certains points, je me disais grosso modo, ils doivent avoir raison de faire ce qu'ils font. Et donc, je défendais le narratif de l'OTAN à ce moment-là. Et à un moment donné, mon collègue russe a explosé en tapant des poings sur la table, en me disant, de toute façon, vous, les Occidentaux, vous avez toujours voulu nous détruire, nous les orthodoxes. Et il me dit, c'est ça, ça fait 1000 ans que ça dure, depuis le schisme, les croisades, Constantinople, Napoléon, Hitler, vous avez toujours voulu nous détruire, nous les orthodoxes. Et là, ce n'est que la continuation. Vous bombardez un pays orthodoxe uniquement parce que vous voulez le détruire. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement paranoïaque. Et je savais pas quoi répondre. Mais ce n'est que des années après, en fait, que j'ai compris. Alors, je dirais pas que l'Occident tout entier veut détruire la culture orthodoxe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre logique. Parce que la Russie est un pays qui résiste au nouvel ordre mondial, comme on dit maintenant. Hein. Nouvel ordre mondial poussé par le Forum économique mondial, enfin toutes ces agences mondialistes, globalistes, l'État profond globaliste occidental, etc. Donc la Russie est clairement un obstacle à la mise en œuvre de ce projet aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que c'est une cible. Et donc le fait qu'elle soit de culture orthodoxe, bon, c'est un facteur historique, mais je pense pas que ce soit la raison de fond. Encore que, on pourrait toujours arguer que il y a un aspect civilisationnel aussi derrière, parce que derrière la culture orthodoxe, il y a aussi un certain conservatisme par rapport à la chrétienté occidentale qui est devenue beaucoup plus progressive, comme on dit aujourd'hui, progressiste. Bref, enfin, là on rentre dans des enjeux assez complexes. Mais voilà, donc j'avais compris que les Russes étaient persuadés que l'Occident voulait les détruire. Voilà, c'est ça qui était important pour moi de comprendre. Et donc, quand il y a eu entre guillemets l'invasion, enfin l'opération militaire spéciale de 2022, pour moi, les Russes étaient dans cette optique de persuader que l'Occident voulait les détruire via l'Ukraine, en utilisant l'Ukraine comme un proxy. Donc j'ai compris ça assez vite en fait. C'est le cas, Et c'est le cas. puisqu'effectivement, le plan vraisemblablement consistait à utiliser l'armée ukrainienne pour provoquer la Russie, hein, à rentrer en guerre. Ouais. Et puis, comme l'a dit notre cher ami Bruno Le Maire, par des sanctions, faire s'effondrer l'économie russe, alors que c'est une économie qui est très peu financiarisée, ce qui est parfaitement idiot. Oui, oui. Pas On est qu'elle soit encore dans la pensée définanciarisée, magique. Hein. voilà, Ouais. oui, non, non, nous avons affaire à des gens Ouais. qui n'ont qu'une connaissance du monde. Ouais. Mais pour revenir donc à l'Ukraine, ces rumeurs comme quoi l'armée ukrainienne en 2022 était prête à lancer une offensive sur le Donbass, est-ce que d'après vous c'était vérifié ou pas? Alors honnêtement, moi, je n'ai pas la preuve que l'Ukraine était prête à lancer une offensive dans le Donbass. Or, ce que j'ai découvert en analysant les propres rapports de l'OSCE sur les violations du cessez-le-feu, donc c'est quelque chose que j'ai fait en détail dans mon livre, dans l'avant-dernier chapitre. À ma connaissance, personne l'a fait. Il y a beaucoup de cartes d'ailleurs de l'OSCE de la période qui sont partagées sur les réseaux sociaux, y compris par des gens pro-russes, qui montrent une carte du Donbass avec des taches rouges, jaunes, qui montrent les explosions. Et en disant, voilà, ces cartes sont censées illustrer le fait que l'Ukraine est à l'offensive. Or, moi, connaissant le, le principe de recueil d'informations de l'OSCE, pour moi, ces cartes, en fait, sont ininterprétables. Ça fait partie des faiblesses du système de reporting de l'OSCE, parce que ce que l'OSCE met sur la carte, ce sont des bruits d'explosion. Or, une explosion définie selon nos critères, ça peut être soit un tir, soit un impact. Et en fonction du fait que vous définissez ça comme un tir ou un impact, vous inversez la responsabilité de l'événement, si vous voulez. Hein, c'est soit une chose, soit son contraire. Donc, comme c'est un terme indéfini, c'est ininterprétable. Soit les tâches montrent des endroits d'où on tire, soit ça montre des endroits qui reçoivent des impacts. Et on est incapable de faire la différence. Donc, c'est ininterprétable, ces données-là. En revanche, des données qui sont correctement interprétables,
c'est les rapports des caméras de l'OSCE la nuit, parce qu'on avait des caméras tout le long de la ligne de front. Et donc, je me suis attaché à étudier dans le détail les rapports de chaque caméra pour tous les jours qu'on suivit le 16 février. Hein. J'ai fait ça tous les jours, le 16, le 17, le 18, le 19, etc. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors pourquoi déjà ces données sont, elles, analysables? C'est parce que la nuit, vous avez des projectiles qui sont illuminés. Alors, on appelle ça des flares en anglais. C'est des, alors, je sais plus comment dire en français. Enfin, c'est des projectiles traçants. Bah, traçante, Voilà, des traçant. traçantes. Donc soit c'est des balles de mitrailleuse, soit c'est des projectiles de plus gros calibre. Mais vous pouvez les suivre. Hein, ce sont des traçantes. Il se trouve qu'à chaque fois que vous avez des échanges de traçantes, c'est massivement, quand on connaît les positions des uns des autres, sauf que c'est pas dit dans les rapports, mais ça faut vraiment avoir la carte en tête, quand on sait où sont placées les caméras, et quand on sait, quand on nous dit voilà, tire d'est en ouest, ou l'inverse, vous savez qui tire sur qui. Mais encore une fois, ça c'est une affaire de spécialiste. Parce que non seulement il faut connaître l'emplacement des caméras précisément, mais il faut connaître les positions des uns des autres. Et donc franchement, il n'y a pas grand monde qui va être capable d'analyser ça. Il y avait les gens de l'OSCE et puis quelques des militaires qui suivaient la question de leurs ministères respectifs et quelques diplomates. Voilà, ça se limite à ça. Hein. Mais je pense que ça passe même au-dessus de la tête de 99% des journalistes qui sont incapables d'analyser ça. Et bref, et donc moi j'ai fait ce travail et je me suis aperçu que là où on pouvait analyser les échanges, vous aviez de manière assez massive, en fait, ces échanges qui venaient des lignes ukrainiennes dès le 16 février. Alors, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens lançaient une offensive à ce moment-là, parce que ça restait relativement limité en termes d'échanges malgré tout. Moi, mon analyse, c'est que c'était de la provocation. C'est à croire que les D'accord. Ukrainiens ont cherché à provoquer les Russes à ce moment-là. Les Russes ou les Parce séparatistes. qu'effectivement, le 16 février, c'est concomitant au discours de Zelensky à la conférence de Munich, hein, où il Exactement. a ni Et, plus voilà. ni Et la moins date n'est certainement pas choisie par menacé hasard. que de. Sur le discours, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre, le discours de Zelensky de mémoire c'est le 19 février, 3 jours après. La conférence de Munich commence le 18. Et il se trouve qu'en plus il y a un événement tout à fait suspect qui a eu lieu le 17 février au matin. Vous avez eu un bombardement d'une école maternelle dans la zone contrôlée par les forces ukrainiennes. Sauf que ce bombardement est très suspect pour plusieurs raisons que je détaille dans mon livre. Immédiatement, ça a été mis en épingle par tout l'appareil gouvernemental ukrainien, l'appareil médiatique, qui a dit oh regardez ce que font ces affreux séparatistes, ils bombardent une école maternelle en plein jour quand il y avait des enfants dedans. Alors c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Et pourquoi à ce moment-là Toujours la même histoire, hein, toujours les mêmes méthodes. Hein. Ah oui, C'est toujours le même c'est truc. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est et insupportable. c'est plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Et les médias occidentaux reprennent ça sans aucune distance, sans aucun effort d'analyse. On reprend tout au premier degré. Et c'est affolant. Et moi, je me suis vraiment penché sur l'affaire et pour voir que c'est encore une fois c'est suspect à plusieurs titres. Notamment, entre autres, parce que la patrouille de l'OSCE qui est envoyée sur place n'a pas eu le droit d'accéder à moins de 50 mètres de l'endroit, ce qui n'arrivait jamais. Je veux dire, si c'était vraiment un tir des séparatistes, ils n'avaient aucune raison d'empêcher la patrouille d'accéder. Or, là, ils ont nous empêché d'accéder. Donc, voilà, c'est extrêmement suspect parce qu'encore une fois, moi, en 5 ans de présence là-bas, j'ai jamais vu ça. On nous a jamais interdit l'accès à un bâtiment civil. Jamais. Bref. Et à l'époque, souvenez-vous, les Américains avaient annoncé que la date de l'invasion russe, entre guillemets, c'était le 16 février. Donc là, on était juste le lendemain. Comme si l'idée était de provoquer les forces russo-séparatistes à intervenir un jour donné, seulement en calendrier. Et d'ailleurs, à Munich, lors de la conférence de Munich, Zelensky a évidemment longuement parlé de cet incident de l'école. Ça faisait partie des arguments pour à nouveau diaboliser les séparatistes et les Russes et pour réunir tout l'Occident derrière l'Ukraine. Euh, donc,
Personne, en fait, en Occident, dans ces moments-là, ne posait la question à qui profite le crime. Or, quand on se pose cette question-là, y compris sur les événements qu'on eu après, et à chaque fois qu'il y a eu un soi-disant massacre, on s'apercevait toujours que ça bénéficiait énormément au narratif ukrainien, pour ne pas dire à la propagande ukrainienne, et pas du tout aux Russes. À chaque fois, ça dépeignait les Russes comme des affreux barbares, etc. Et à chaque fois qu'on se penche sur les événements, les faits de guerre majeurs qui ont défrayé la chronique médiatique dans la période qui a suivi, notamment beaucoup en 2022, on arrive toujours à comment dire au même schéma que je viens de décrire. C'est-à-dire que les Russes n'avaient aucun intérêt à commettre le crime qu'on les accusait d'avoir commis. Or, ça bénéficiait beaucoup aux Ukrainiens. Bah, il y a un exemple frappant, c'est Boutcha, qui est du même niveau que Ratchak au Kosovo, quoi. Oui. Alors Boutcha, c'est même un peu plus complexe parce que bon, c'est en fait c'est plusieurs événements à Boutcha. Ça, c'est plus complexe à analyser. Je me suis vraiment penché sur la question aussi. Il y a plusieurs incidents dans Boutcha. Déjà, ça s'est étalé dans le temps. Et donc, en fonction de ce sur quoi vous vous focalisez, vous pouvez aboutir à des conclusions éventuellement différentes. Moi, il y a au moins un incident qui, avec les faits que j'en connais, me font penser que, en l'occurrence, les forces russes ont commis un crime. Mais il y en a un de ce que j'ai analysé. Par contre, tout le reste, soit ça apparaît des victimes de guerre, et à ce moment-là, qui est responsable quand c'est des victimes de bombardement, soit des exécutions sommaires par les forces ukrainiennes. Notamment, il y a un bataillon qui a pénétré dans la ville à partir du 1er avril. Avant qu'on découvre des morts le 3 avril, donc il y a un bataillon ukrainien qui a été le premier à pénétrer dans la ville. Il y a même des vidéos qui ont été filmées. Alors le leader, Mais oui, c'est Safari, non, c'est ça? oui, alors j'ai oublié le nom du leader du bataillon, mais à l'époque, Parce que, alors, vous parlez donc d'un bataillon de l'armée, parce il y a une vidéo que oui, nous on un avait bataillon de à l'armée l'époque. ukrainienne, mais qui était en fait une émanation d'Azov. Encore une fois. Ah d'accord, ok, donc c'est pas d'accord. Parce que moi j'ai une vidéo qu'on avait publiée à l'époque, qui a été tournée par le bataillon Safari de la police ukrainienne. Alors Donc il patrouillait ouais, ça je l'ai pas vu, ça me dit rien. Butcha après la libération, et on voit pas de massacre, hein. Ouais, On bon, voit deux ça me dit rien. cadavres dans les rues. Mais en revanche, cette vidéo, c'était tourné par eux-mêmes. Hein. Il y avait un chef d'Azov, donc j'ai oublié le nom sur le coup, mais qui, voilà, s'est filmé lui-même en train de rentrer dans la ville et discutant avec ses soldats. Et à un moment donné, on entend même un de ces gars qui lui dit, ouais, si je vois un type au loin, est-ce qu'on peut tirer à vue? Et on lui dit oui. Voilà. Et, et voilà, pour donner un exemple. Et donc, voilà, c'est très suspect ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il y a même au moins une photo que j'ai repérée, une photo, on voit deux cadavres calcinés sur une voie ferrée. Et vous aviez un tweet d'un membre du gouvernement ukrainien, un ministre, je sais plus lequel, qui avait dit oui, regardez voilà les preuves des crimes de guerre de la Russie à Boutcha. Et il montre cette photo des corps calcinés sur la voie ferrée. Sauf que on trouve la même photo quelques semaines plus tôt. On voit les corps, c'est exactement la même position, sauf que c'est des corps de soldats russes qu'on reconnaît grâce à leur uniforme. Et donc, ils ont pris une photo de corps de soldats russes, ils ont mis le feu, en disant voilà, non, on ne saura pas qui c'est. Et après, ils disent voilà, c'est des civils ukrainiens qui ont été tués par les Russes. Et c'est un ministre qui balance ça. Ouais, c'est Ratchak, encore une fois, on retourne à Ratchak, quoi. Oui, et Mais pour revenir donc hein, pour revenir au discours de Zelensky, donc à Munich, hein, à l'époque, il avait ni plus ni moins que menacé à demi-mot de recréer une force de frappe nucléaire en Ukraine, hein, en tout cas de réacquérir l'arme nucléaire. oui, hein, Le nucléaire, c'est quand même quelque chose dont on parle peu et qui est pourtant fondamental en Ukraine, parce que d'une, on se rend compte qu'on peut pas bien faire confiance à certains Ukrainiens qui sont quand même des fous furieux. ouais, Deuxièmement, on a vu la Russie immédiatement, hein, dès le 22 février, enfin dès le début de l'opération spéciale, tout de suite aller mettre la main sur Tchernobyl et sortir tous les déchets, tout le combustible, tout ce qu'ils ont pu, du moins ouais, qui était du cercueil, hein, donc ils ont tout déménagé. Il y a également la problématique de Zaporizhzhia, donc où quand même Donald Trump est allé jusqu'à dire que nous allons prendre contrôle de cette centrale. Hein, donc ouais, les hein. États-Unis vont la gérer. Est-ce que vous croyez que du côté américain, puisqu'apparemment on semble être un petit peu revenu à la raison,
et quand on connaît surtout l'histoire de trafic en tout genre en Ukraine, et notamment son rôle dans la prolifération dans les années 90, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce conflit? Bah, disons, oui, moi je me souviens que certains avaient allégué que dans son discours de Munich, donc du 18 ou 19 février 2022, Zelensky avait exprimé le souhait que l'Ukraine recouvre en fait possession d'armes nucléaires. Ah Mais ben en fait, il le dit il le dit à demi-mot, mais c'est oui, tellement gros que oui, et du coup, c'est ce qu'il moi, dit, enfin, j'ai relu le discours qu'il a fait à ce moment-là et j'ai pas trouvé que c'était explicite. Mais par ailleurs, j'ai trouvé un commentaire qui disait oui, mais le discours publié a été nettoyé des aspects les plus dérangeants. Donc, Il a été nettoyé, je ouais. confirme, ouais. En tout cas, moi, j'ai pas vu une référence explicite au souhait de se réarmer de manière nucléaire. Ça, c'est un récit que j'ai vu ailleurs et bon, je l'ai pas retrouvé dans le discours publié que j'ai trouvé quand je l'ai lu. Enfin, donc, du coup, je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. Euh, Après, pour reparler de la centrale d'Energodar, bon, savoir que l'Ukraine a d'autres centrales aujourd'hui sous son contrôle. Il y en a au moins deux de mémoire. L'Ukraine a deux centrales nucléaires qui sont encore sous son contrôle. Donc, s'ils voulaient obtenir des, euh, des résidus, je sais pas comment on appelle ça, des résidus radioactifs pour construire une bombe sale, par exemple, a priori, ils auraient déjà de quoi faire avec leurs deux autres centrales. Donc, je pense pas que à ce moment-là, reprendre la main sur Enargodar soit lié à ça. Je pense plutôt que le reprendre la main sur Enargodar, c'est un enjeu énergétique pour l'avenir, en fait. C'est-à-dire que c'était la plus grosse centrale d'Ukraine euh, et que le manque à gagner énergétique pour l'Ukraine est quand même assez considérable. On a perdu cette centrale. Donc moi, ce que j'ai C'est la compris de plus grosse l'enjeu, centrale en Europe tout court, hein. oui, je crois que même c'est la plus grosse centrale d'Europe. Ouais. Et j'en étais pas sûr, c'est pour ça que je le disais pas, mais si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Et donc, et la perte donc de contrôle de cette centrale, et bon, ouais, c'est un enjeu important pour la viabilité du gouvernement ukrainien derrière. Donc moi, j'ai surtout vu ça comme un enjeu économique ou un prétexte pour contester la légitimité russe sur le terrain. Euh, donc on peut avoir à l'idée un mélange des deux. Euh, et en tout cas, en 2014, moi, j'ai pas eu l'impression que la question nucléaire se posait à ce moment-là. Euh, et si on regarde bien, en fait, en remontant au fameux mémorandum de Bucarest, de décembre 94, qui a en fait acté le partage des armes nucléaires entre l'Ukraine et la Russie, en échange de la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Beaucoup de gens pro-ukrainiens mettent ça en avant en disant que voilà, la Russie a violé le mémorandum de Bucarest. Mais en fait, quand on remet les choses dans leur contexte, moi, ce que j'ai compris, c'est que le mémorandum de Bucarest, c'était en quelque sorte un chantage de la part de l'autorité de Kiev pour couper court aux velléités d'indépendance de la Crimée. En gros, enfin, pour continuer ma pensée, en gros, c'était de dire, voilà, on ne vous rendra pas les armes nucléaires qu'on a en notre possession, enfin, on ne les rendra pas à la Russie, tant que la Russie n'aura pas abandonné toute velléité d'intégrer la Crimée. En gros, c'est ça. Hein. Donc, quand on parle d'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'époque, ce qui était en jeu, c'était la Crimée. Puisqu'il y avait même eu une déclaration de 1992, de mémoire, du Parlement russe qui avait dit que l'annexion de la Crimée par Khrouchtchev en 1954 était illégale. Donc, le Parlement russe, la Douma, avait voté ça de mémoire en 92. Donc officiellement, le pouvoir russe à ce moment-là ne reconnaissait pas l'annexion de la Crimée par l'Ukraine. Euh, et donc c'était un sujet de contentieux. Et tout ça, c'est finalement réglé par le mémorandum de Budapest, où on oblige la Russie à accepter le fait accompli, sinon on lui rend pas les armes nucléaires. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai compris le déroulement des choses. Ce qui importe, c'est pas le mémorandum de Budapest ou ouais, de Budapest. Ouais, Budapest c'est ou ce qui Bucarest? Je crois que c'est Bucarest. Bucarest. Excusez-moi, Bucarest. Ouais, Voilà. ouais, De d'accord. Bucarest, c'est le protocole de Lisbonne qui à l'époque avait été Ouais. signé comme un protocole donc force de droit international validé par le Conseil de sécurité de l'ONU du traité Oui, qui est START. venu avant de mémoire. Ouais. Du traité START où là on avait vu la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine
Donc s'engager à remettre les armes nucléaires à la Russie, seul successeur de l'Union soviétique. Hein. Les Ouais. Biélorusses l'ont fait sans histoire, les Kazakhs l'ont fait sans histoire, l'Ukraine dès le début a commencé à faire du chantage, notamment en exigeant des compensations financières pour des matériaux fissibles qu'elle ne possédait pas. Donc depuis le début, en fait, on s'est rendu compte que les Ukrainiens ont systématiquement fait du chantage là-dessus. Alors il est possible que la Crimée soit venue dedans, mais avant tout, il y avait un gros chantage classique au pognon. Hein, ils voulaient de l'argent. Hein. Ouais. On peut aussi avoir un mélange des deux, hein, parce que bon, quand il y a l'occasion de faire de l'argent, les Ukrainiens sont jamais les derniers. Hein. Euh, d'ailleurs, c'est Arestovitch qui a dit ça récemment. D'ailleurs, je l'ai cité dans mon livre tellement ça me paraissait vrai. C'est que les Ukrainiens, dès qu'il y a une occasion de faire de l'argent par la corruption, ils peuvent pas s'empêcher, ils sautent dessus. Pour corruption ou chantage, ou voilà, dès qu'il y a moyen de se faire de l'argent de manière légale ou illégale. Euh, je paraphrase, c'est pas exactement comme ça qu'il le dit, mais c'est ça que ça veut dire. C'est cité vraiment dans la dernière page de mon livre d'ailleurs, pour ceux qui veulent la référence exacte. Mais oui, on peut très bien imaginer un mélange des deux. L'idée de se faire de l'argent à moindre occasion, mais je pense que d'un point de vue de viabilité de l'État ukrainien, il voulait absolument conserver la Crimée et en effet, c'était un processus en deux temps. D'abord le protocole de Lisbonne, et parce que les Ukrainiens posaient problème, ils ont demandé à ce qu'il y ait en plus des garanties sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc on a lié le protocole de Lisbonne en quelque sorte à des garanties sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et c'est devenu le mémorandum de Bucarest. Le seul problème, c'est qu'un mémorandum, dès qu'un mémorandum, c'est pas un traité, donc ça n'a aucune force en droit Voilà. international. Après, on dit d'un autre côté, c'est pas un traité non, c'est pas un traité juridique. Voilà. Voilà. D'un autre côté, c'est pas un traité juridique. On est bien d'accord. Donc La seule force, c'est donc comment dire, le protocole de Lisbonne que ouais. les Ukrainiens n'ont jamais respecté. C'est malheureux à dire, Et mais puis c'est à comme côté de ça. ça, bon, vous avez de toute façon depuis les Russes qui ont dit oui, mais de toute façon, la garantie d'intégrité territoriale ukrainienne telle qu'elle est exprimée dans le mémorandum de Bucarest a d'abord été violée par le gouvernement ukrainien lui-même qui a commis un coup d'État. Donc c'est un coup d'État contre son propre peuple. Donc à ce moment-là, dans la logique russe, c'était le gouvernement ukrainien illégitime lui-même a violé l'intégrité territoriale de son territoire en violant les droits de son propre peuple. C'est l'interprétation que les Russes en ont fait. Hmm. Et donc, vous voyez Bon. comment le chemin ardu vers une résolution de ce conflit? Alors là, c'est une autre question. Aujourd'hui, honnêtement, connaissant la logique des nationalistes ukrainiens, qui est jusqu'au boutiste, on voit encore des déclarations ces jours derniers qui interdisent à Zelensky la moindre concession. Je suis pas optimiste. Déjà à l'époque des accords de Minsk, je me souviens en discutant avec un diplomate français qui pensait que si Zelensky appliquait les accords de Minsk, il serait assassiné comme Isaac Rabin en Israël, 95. Donc Isaac Rabin, qui était le signataire des accords d'Oslo avec les Palestiniens, qui a priori nous menait enfin vers la paix sur ces terres, il a été assassiné par un extrémiste israélien en 1995. Voilà. Et donc on craignait que le même sort atteigne Zelensky. Et d'ailleurs, il y en avait qui le menaçaient explicitement. Dès sa prise de fonction, il a été menacé explicitement par notamment l'ancien chef de Pravi Sector, dans une interview que j'ai citée dans mon livre. Voilà, tout ça les menaces étaient explicites. Excusez-moi, mais Zelensky a aussi, ce qui est un petit peu drôle, a tout de même été élu essentiellement grâce aux Américains, bien sûr, mais surtout un certain Ihor Kholmonoïski, qui lui-même, oligarque mafieux ukrainien, qui lui-même finançait ces bataillons néo-nazis. Quoi, c'est quand même extraordinaire. Oui, alors après, bon, il a été élu quelques années plus tard, mais sur un discours qui laissait penser qu'il voulait mettre fin à la guerre du Donbass. Et c'est pour ça qu'il a eu 73% des voix, ce qui est énorme, en sa faveur, parce qu'il promettait de mettre fin à la guerre du Donbass. Et puis résultat, en fait, il n'a fait que l'accélérer. Euh, mais quand on regarde les choses avec le recul, moi je pense que dès qu'il arrive au pouvoir, peut-être qu'il était sincère dans sa volonté de mettre fin au conflit, mais en tout cas, on lui a fait très vite comprendre que ça n'arriverait pas.
Alors, je citais les menaces nationalistes, mais il y a aussi des menaces des Américains derrière, ou de l'État profond américain, on pourrait dire. Et ça, j'avais oublié, il y a un mémorandum qui avait été publié quelques jours après son élection, signé par 70 ONG ukrainiennes, qui promettait à Zelensky des troubles dans la société. Donc, en lisant entre les lignes, ça voulait Exact. dire coup d'État, Maïdan, Romaidan, si jamais il faisait tout un tas de concessions. Donc, il avait interdiction de remettre en cause les lois contre la langue russe, interdiction de faire des concessions aux séparatistes qui ne soient pas approuvées par les partenaires occidentaux. Et enfin, je ne cite que quelques exemples. Encore une fois, pour le détail, on peut se référer aussi à mon livre. Et, et ça, il y avait toute une liste de choses que Zelensky ne pouvait pas faire, sauf à faire face à un mouvement de rébellion. Et quand on regarde, à l'époque, j'avais pas fait le travail de voir qui était derrière le groupe qui avait publié ce texte, mais je me souviens très bien l'avoir lu. Et il se trouve quand on regarde qui finançait le groupe qui publiait ce texte, on retrouvait toutes les agences gouvernementales américaines. C'était un festival. Il y avait l'USL évidemment, il y avait le State Department, il y avait l'OTAN, il y avait d'autres encore, d'autres agences. Il y avait Soros et toute la bande. Voilà, il y avait tout le monde. Hein, donc toutes les agences globalistes occidentales. Donc là, ok, on comprend que ce texte a probablement été dicté par l'État profond américain, si vous voulez. Et parce qu'en effet, chaque ligne, on a l'impression que c'était euh, dicté par le State Department de Victoria Nuland, quoi. C'est l'impression qu'on était revenu à ça. Pourtant, on était à l'époque en 2019 sous Trump, donc Victoria Nuland n'était plus en place. Mais en fait, Trump, je pense que pendant son premier mandat, il maîtrisait pas grand-chose. Il luttait pour sa propre survie, il avait très peu d'alliés autour de lui, et le State Department, qui était à l'époque sous l'autorité de l'ancien patron de la CIA, j'oublie son nom. Il a d'abord été patron de la CIA, ensuite Mike Pompeo. Mike Pompeo, voilà. Ensuite, il était au département d'État. Et donc, je pense que Mike Pompeo était un des représentants éminents de l'État profond sous Trump, et il faisait ce qu'il voulait. Euh, D'ailleurs, c'est cité par d'autres gens à l'époque. Il a appliqué en fait le même plan mis en œuvre par Victoria Nuland. C'est dit explicitement d'ailleurs Oh par ben un avocat Pompeo, qui c'est est... un néocon. Ouais, C'est un néocon breton. C'est la même bande. ouais, c'est la C'est les même mêmes. bande. Hein, ce sont les mêmes. Et Trump, il voyait que du feu parce qu'il n'était pas spécialiste du sujet, qu'il était mal entouré. Et ouais, ouais, ben, il y avait le Russia Gate qui a été une menace, une épée de Damoclès contre lui en permanence. Enfin bref. Donc et du coup, je pense que bon, ce genre de détails de politique interne ukrainienne, ça le dépassait à ce moment-là. Il avait très peu de gens qui pouvaient bien le renseigner. Et l'État profond continuait sur sa lancée. C'est d'ailleurs expliqué aussi par un avocat américain qui travaille sur la question religieuse en Ukraine. Il défend l'Église orthodoxe ukrainienne Patriarcat de Moscou. Et il explique que l'idée de séparer l'Église orthodoxe ukrainienne en deux, de créer un schisme hein, avec une Église rattachée à l'État ukrainien, se séparant de l'Église traditionnelle rattachée à Moscou, que ça c'est un plan qui a été pensé d'après lui par Victoria Nuland et mis en œuvre par Mike Pompeo. C'est ce qu'il dit texto dans une interview. Et je rappelle qu'on avait déjà vu dans l'ex-Yougoslavie, avec l'église macédonienne notamment, Donc ça honnêtement, qui n'est pas monocéphale. je me suis pas penché sur le sujet, donc je ne pourrais pas vous dire. Vous en savez peut-être probablement plus que moi là-dessus. Mais en tout cas, concernant l'Église ukrainienne, bon, je pense que c'est très crédible que ce soit un plan téléguidé par les Américains en amont. Euh, et Mike, enfin, je sais plus son nom, Bob Amsterdam, voilà, l'avocat il s'appelle Bob Amsterdam. Il explique ça, il a dit j'ai les preuves de ça. Il dit ça dans une interview avec Tucker Carlson. Et les Russes, finalement, n'auraient-ils pas raison? Résoudre le problème ukrainien ne veut-il pas dire dénazifier? À partir du moment où on tord le cou aux bandéristes, hein, parce que c'est pas nouveau, hein, ça date pas de 2014 ni de 2007. On se souvient des Ouais. maquis financés par les Anglo-Saxons et la CIA, voilà, mais et Par la surtout CIA. opérés par les Allemands, sans l'oubli de le dire, hein, ceux qui ont amené Voilà. les bandéristes dans l'escarcelle occidentale. Enfin, celui Ouais. qui a fait ça, c'est Reinhard Gehlen, hein,
Donc Abwehr, celui qui était en Ouais, charge de l'Abwehr, ouais. de tout le front de l'Est pour l'Abwehr à l'époque, un criminel de guerre, pas nazi parce qu'opportuniste, mais criminel de guerre, criminel. Mm. Enfin voilà, on sait très bien ce qui, la manière dont était menée la guerre en Union soviétique était une guerre d'extermination, soyons clairs, hein, une guerre totale d'extermination. Si donc le jour où on résout le problème ukrainien ne signifie les Russes ont-ils pas raison? N'est-ce pas vraiment une question de dénazification? Ça dépend ce qu'on entend par dénazification. C'est un terme qui a choqué beaucoup de monde dès le début, hein, dès que Poutine l'a utilisé pour justifier l'opération militaire spéciale. Il y a plein de gens qui, autour de moi, notamment, qui disaient mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Zelensky est juif, donc qu'est-ce qu'il nous parle de dénazifier l'Ukraine? Ça n'a aucun sens. Donc c'est un prétexte et point final. Mais ça, bon, c'est des gens qui connaissent pas bien l'Ukraine qui répondent ça. Et je me souviens que j'étais tombé sur une interview d'un militant d'extrême droite ukrainien, dont j'oublie le nom, enfin il est toujours vivant, j'ai vu pas très longtemps une déclaration de sa part, et il expliquait, voilà, je suis contre l'idée d'avoir un juif président de l'Ukraine, mais il ajoutait, mais il faut reconnaître que actuellement ça nous arrange bien, parce que on peut pas accuser l'Ukraine d'être nazie. Mais, mais en fait, un sympathisant nazi qui explique ça. Donc, autrement dit, il expliquait qu'avec un président juif, on peut avancer à visage, pas à visage découvert, mais à visage masqué. Vous voyez, on déroule notre agenda, mais sans que ça se voit, ou sans que ça se voit trop. Euh, et donc, voilà, Zelensky leur donnait un alibi, en quelque sorte. Et de toute façon, je pense que Zelensky, assez vite, s'est retrouvé pieds et mains liés à ces nationalistes, qui, d'une manière ou d'une autre, lui ont dicté ce qu'ils devaient faire, avec, de toute façon, l'aval de l'État profond américain, qui utilisait les nationalistes pour faire pression, pour arriver à leur fin. C'était en quelque sorte leurs hommes de main, d'une certaine manière. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Euh, Puisque bon, à ma connaissance, l'Occident n'a jamais rien fait contre ces nationalistes. Hein. Il n'y a jamais eu de sanctions, de... Les Américains les ont placés, enfin ils ont doublé tous les postes clés de l'appareil sécuritaire et d'État ukrainien. Je parle sous le contrôle là, non seulement avec leurs propres conseillers, mais également avec ces ultranationalistes, moi ce que j'appelle des néo-nazis, quoi, parce que c'est ce qu'ils sont. Hein. Oui, enfin, il y en a, quand on regarde l'histoire de Svoboda, à la base, c'était des néo-nazis. Hein. Et Biletsky, il appartenait à un parti. Alors, j'ai plus le nom exact du parti, mais on retrouvait, c'était National Social, Parti National Social ukrainien. On était proche de National Socialiste. Mais là, c'était National Social. Ok, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Euh, et le leader de Svoboda, j'y reviens, il est pris en photo en tribune en train de faire le salut nazi. Enfin, clairement, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas comme Elon Musk qui envoie son cœur à la foule. Euh, et de toute façon, tout le discours était cohérent avec ça à l'époque. Bref, mais alors, oui, à un moment donné, le Sénat américain a interdit que le gouvernement américain finance Azov, mais ça, depuis, ça, bon, ils en sont revenus. Hein. C'est terminé, les restrictions contre Azov. Maintenant, il y a plus de limite. Oui, plutôt de manière, il y a plus de manière du côté des Européens et de l'OTAN, il n'y en a jamais eu non plus. Hein. Les Allemands, les Anglais ont financé, et nous peut-être aussi d'ailleurs français. Hein, ça, malheureusement, il Oui, est peu alors après, probable qu'on le sache un jour. je sais pas. Hein. On sait peu probable qu'on le Ouais, sache un peut-être jour. on le saura un jour, mais on sait pas Mais tout. si, les Anglais les ont formés. Euh, Si, on a des preuves de formation d'Azov par des Anglais, des Canadiens, des Allemands. Ça, on a des photos, il y a des vidéos qui existent. Hein. oui, il me semble, oui, notamment récemment, oui, ouais, Oh je non, pense que même c'est avant, hein, même incontestable. avant, En tout cas, depuis 2022. l'opération spéciale, même avant. Hein. Ouais. Même avant Bah, en l'opération fait, spéciale. ils entraînaient, et ça, j'en parle aussi dans mon livre à un moment donné. Il y avait la base de Yaroviv, qui est à l'ouest de Lviv. À Yaroviv, il y a une base c'est un centre d'entraînement de l'OTAN. Texto, c'est défini comme ça. Et ce qui a été bombardé d'ailleurs en mars 2022 par les Russes. Euh, mais depuis des années, en fait, il y avait les formations par des officiers de l'OTAN des troupes ukrainiennes. Alors après, à savoir quelles unités des forces ukrainiennes ont été formées, je ne saurais pas vous dire exactement. Est-ce que Azov a fait partie des gens formés à ce moment-là? Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas le détail. Mais en tout cas, il est certain qu'une bonne partie des forces ukrainiennes ont été formées dans ce camp. Oui, Mhm. pardon, je vois qu'il y a un point, pardon, sur lequel peut-être on peut développer un petit peu.
c'est dans les éléments que vous m'aviez envoyés en interview. Est-ce qu'on se dirigerait vers un terrorisme incessant comme en 1945? Xavier Moreau, par exemple, beaucoup de gens connaissent, Très pro-russe, hein. pense qu'on se Très très dirige vers pro-russe, faut ça. quand même le dire. Très 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 pro-russe, oui. Ouais, il a même le passeport russe. Donc, alors évidemment, parce qu'il a un passeport russe, il y a des gens qui ne vont jamais l'écouter. Mais bon, je pense qu'il faut écouter tout le monde. Et donc, de mon expérience, il y a tellement de gens qui sont des extrémistes, comme je disais tout à l'heure, en Ukraine, que, en effet, même s'il y a un accord, même s'il y a un changement de pouvoir avec le nouveau gouvernement, et qu'un accord est trouvé d'une manière ou d'une autre pour pacifier la région, vous aurez toujours des extrémistes qui, en sous-main, seront tentés de se battre jusqu'au bout pour leur cause, quitte à commettre des attentats à droite à gauche. Et donc on aura affaire à un mouvement terroriste clandestin. Et puis en plus, ce sont des gens aguerris qui ont certainement beaucoup d'armes de côté et qui éventuellement pourraient même toujours bénéficier d'aide extérieure, de tel ou tel État ou de telle ou telle branche de l'État profond. Et donc c'est quelque chose qui peut durer longtemps encore cette affaire. Et on risque peut-être même de voir ce terrorisme frapper en Europe, hein, soyons clairs. Oui. Il pourrait frapper tous les gens qu'ils estiment être des traîtres à la cause ukrainienne. Alors on peut rappeler qu'il y a ce fameux site Mirodvorets qui existe depuis 2014 de mémoire, hein, qui liste tous les ennemis, entre guillemets, les ennemis déclarés de l'Ukraine. Et en gros, ils mettent dedans tous les politiciens occidentaux qui font des déclarations qu'ils estiment contre l'Ukraine, tous les journalistes qu'ils estiment travailler contre l'Ukraine. Tous ces gens-là sont listés, sachant que certains des gens qui sont été sur ces listes ont été assassinés depuis. Hein. Donc c'est comme une kill list, comme disent les Américains. Il y a je pense qu'on doit avoir des milliers de gens là-dessus aujourd'hui. Et donc le fait qu'il y ait des gens qui alimentent toujours ça montre qu'ils ils sont obsédés par l'idée d'une Ukraine nationaliste et que toute personne qui s'oppose au projet devient un ennemi à battre. Et que ça, ils sont à un tel niveau de fanatisme que je ne pense pas qu'un accord gouvernemental les calmera. Et donc on peut craindre donc cela, il va falloir trouver un moyen de les calmer. Et comme ça s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, hein, il y a une guérilla qui a duré une dizaine d'années encore, alimentée par la CIA, les Anglais, parce qu'à l'époque l'ennemi c'était l'URSS, et donc ils ont alimenté le mouvement de guérilla nationaliste ukrainien à l'époque. Et on peut imaginer qu'il y aura un mouvement similaire qui va continuer à subsister, malheureusement. Cette guérilla s'est arrêtée après que le KGB ait exécuté Bandera, donc il faudra peut-être qu'on fasse la même chose. C'est malheureux à dire, mais ouais. Ouais, c'est malheureux à dire, comme vous dites, mais bon, on verra. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là, puisqu'on est toujours dans une logique de confrontation sans accord. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais bon, je suis pas très optimiste connaissant le jusqu'au boutisme des nationalistes ukrainiens. Benoît Paré, merci beaucoup.